Tu parles de ce chiffre de 1000 milliards, hein, enfin, fameux chiffre de 1000 milliards qu'on sort, hein, c'est ça? Déjà, je sais pas d'où il sort, parce qu'il y a aucune étude sérieuse qui le certifie, premièrement. Et puis, deuxième chose, j'ai l'impression que certaines personnes sont amnésiques. Il ne faut pas oublier que nous avons vécu 10 ans de terrorisme qui a fait prendre un retard considérable à l'Algérie. Donc, en fait, c'était simple. C'est comme si, à la sortie du terrorisme, l'Algérie était une embarcation sur l'eau, mais trouée de toutes parts. On savait même pas quel trou il fallait colmater. Bonjour à tous, bonjour à tous nos auditeurs sur le 10e épisode du DZ Podcast, le show radio dédié à l'Algérie. Je suis Springfield et aujourd'hui on va parler d'économie. Aujourd'hui on a l'honneur de recevoir Nazim Sini. Donc Nazim Sini est enseignant agrégé d'économie à l'université d'Aix-Marseille 1. Il est aussi entrepreneur. Merci de nous rejoindre Nazim, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup, merci à toi. Donc Nazim, juste... pour remettre un peu, on va dire un peu de contexte par rapport à l'économie algérienne. Bon, bien évidemment, par rapport au contexte, on va dire de la guerre en Ukraine, cette montée en fait des prix des hydrocarbures, notamment du gaz, qui était un peu parce qu'il faut le rappeler, l'Algérie c'est d'abord un pays gazier plus qu'un pays pétrolier au départ. On avait sous-estimé un peu l'impact, on va dire, du gaz, vu que on va dire le prix du gaz était vraiment indexé sur les prix du pétrole. Aujourd'hui, on voit justement ce détachement avec les prix du gaz vraiment qui montent, qui ont été multipliés par 5 pratiquement. À cause de ce contexte justement de la guerre en Ukraine. Donc l'Algérie se retrouve dans une position un peu de force économiquement, avec en fait des recettes qui augmentent. On parle d'un PIB de 200 milliards plus ou moins, 195-200 milliards de dollars en 2022, contrairement à 2021, on était plutôt vers les 165. On voit que les réserves de change sont aussi en train de se reconstituer. On était à peu près vers les 45 milliards, là on est à peu près vers les 60. Ce qui donne on va dire un certain confort, on va dire financier à l'Algérie. Ça va évidemment impacter l'économie. Il y a un truc aussi important que je voudrais souligner, c'est que aujourd'hui, les hydrocarbures, c'est à peu près 20% du PIB, 93% des exportations et 38% des recettes budgétaires. Justement, pour un peu, on va dire, aller dans le vif du sujet, est-ce que justement l'Algérie peut encore compter, on va dire, sur les hydrocarbures comme principal moteur en fait de son économie, ou c'est quelque chose qui va falloir est-ce que c'est une chose à laquelle il va falloir remédier, on va dire très prochainement à court terme, ou est-ce qu'on a encore de la marge entre guillemets, sachant que c'est très conjoncturel, que ça dépend de facteurs finalement qui sont extérieurs à l'Algérie, dont qu'on ne contrôle pas. Écoute, ta question est extrêmement pertinente parce que ça dépend quelle temporalité on raisonne. Effectivement, qu'à court et moyen terme, donc je pense d'ici la fin de la décennie, oui, la principale ressource de l'Algérie sera les exportations des hydrocarbures. Après, les pouvoirs publics et notamment l'exécutif, par l'impulsion du président de la République, sont en train de réfléchir justement à faire pivoter l'économie algérienne. D'abord, ça se fait pas en quelques mois, ça se fait sur des dizaines d'années, pour véritablement ce fameux modèle économique. Donc, il faudrait qu'on sorte d'une rente des hydrocarbures vers une économie productrice et surtout exportatrice. Donc, c'est pour ça qu'on parle souvent d'intégrer la chaîne de valeur mondiale, c'est-à-dire qu'en gros, qu'on puisse nous s'immiscer sur des marchés à l'export et surtout aussi qu'on puisse dynamiser un peu plus le marché intérieur, puisque en fait, en économie, on estime qu'il y a 2 principaux moteurs que sont l'investissement et la consommation. L'investissement, c'est un moteur qui est en train de reprendre petit à petit en Algérie. On le voit depuis 2021-2022. Et la consommation, elle a toujours été d'un certain niveau en Algérie, mais elle a été cassée par la Covid. Donc, et aussi, là, elle est un peu rongée par l'inflation. Ce qui fait que
aujourd'hui, si on veut redonner de la latitude à ce second moteur de la croissance économique, il faudrait qu'on puisse impulser une nouvelle dynamique, donc soit par des baisses de taxes, soit par une révision du taux de TVA, soit par une hausse généralisée des salaires. Mais là aussi, c'est dangereux parce qu'on risque d'alimenter cette inflation. Il risque d'y avoir une sorte de cercle inflationniste qu'il faut éviter. Mais voilà, moi je pense que oui, à terme, ça va être notre principale source de revenus. Ça va être aussi notre principale source de recettes, mais il faudra se servir de ça justement pour financer d'autres industries, notamment de l'industrie sidérurgique, mécanique, à travers l'automobile, de l'industrie manufacturière. Je note aussi qu'on s'intéresse beaucoup en Algérie à l'industrie textile, avec la plus grande usine d'Afrique qui est Toy Sali. Donc, ce sont les Turcs qui sont à la tête de ce projet. Et surtout, moi je le dis très souvent quand j'interviens dans des médias ou quand je discute avec des personnes du gouvernement, je leur dis aujourd'hui il y a un alignement des planètes qui est extraordinaire. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire du pays où on a les coûts des matières premières qui explosent, on a une stabilité politique, une stabilité sécuritaire, on a une conjoncture internationale qui nous est favorable, on a des coûts de production et des coûts de main-d'œuvre qui sont l'un des plus compétitifs d'Afrique. Et moi, je le dis souvent, je fais le comparatif. À l'heure actuelle, si on doit faire un choix entre investir en Roumanie, par exemple, ou investir en Algérie, mais il est plus intéressant, financièrement parlant, en termes de ROI, donc de retour sur investissement, d'investir en Algérie. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on profite de cette manne financière, pour reprendre des investissements d'infrastructure. Donc, on est en train de travailler sur le port-centre. Il faudrait aussi augmenter nos capacités aéroportuaires. Il faut aussi, au niveau ferroviaire, même si on a le deuxième réseau d'Afrique, ce qui est quand même important, il faut le souligner, ça serait bien aussi qu'on commence à réfléchir à de la ligne à grande vitesse, la LGV, parce que pour moi, c'est un des vecteurs principaux de l'essor ou de l'émergence d'un pays. Il y a aussi la transsaharienne qui part d'Alger jusqu'à Lagos, donc la partie algérienne est finalisée. Il faut aussi investir massivement, et ça aussi, ça coûte énormément d'argent, dans la fibre optique, parce que si on veut faire pleinement rentrer l'Algérie dans le 21e siècle, il faut que l'on ait une qualité réseau qui soit vraiment au top. Parce qu'il faut savoir que l'une des matières premières aujourd'hui de l'économie numérique, c'est pas le pétrole, c'est pas le gaz, c'est l'Internet. Donc si on veut voir l'émergence justement de cette startup nation, et à laquelle aspire l'Algérie, il faut absolument que l'on ait des infrastructures réseau qui soient de très très bonne qualité. Donc voilà, en gros, grosso modo, je voulais juste compléter ce que tu as dit, qui est une excellente analyse. C'est qu'effectivement, l'Algérie, d'abord, elle a été frappée par le Covid comme tous les pays du monde. Je noterai que nous avons connu quand même moins de morts que certains pays européens. Et je pense, voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui est à souligner. À un moment donné, l'analyse, elle est faite, enfin, du moins, on explique ce taux de mortalité par le fait que nous avons fermé nos frontières pendant 18 mois. Donc c'est une décision qui a beaucoup fait jaser parce qu'effectivement, ça nous a coupé de nos liens familiaux, nos liens professionnels. Mais finalement, je me dis, avec du recul, c'est peut-être la meilleure décision qui a été prise au final. Et puis après 2021, il y a eu un rebond, ce qui n'était pas du tout attendu. Et effectivement, on a bénéficié aussi d'une conjoncture internationale qui nous était favorable. Et puis 2022, ça a été la consolidation de la reprise économique. Donc, on est sur un taux de croissance qui est de 4%. Donc, 4%. donc en deçà de certaines économies africaines, c'est vrai, mais on est quand même au double de ce qui se fait en moyenne en Europe. Donc, ça donne de la latitude. Tu l'as aussi très bien dit, le fait qu'on reconstitue nos réserves de change, ça nous offre un matelas de sécurité. Moi, je fais souvent la comparaison avec un particulier. Quand tu commences à épargner un peu d'argent et tu commences à mettre de l'argent de côté, tu es un peu plus souple, tu es un peu plus à l'aise et un peu plus tranquille pour entrevoir l'avenir. Et c'est un peu ce qui se passe avec l'Algérie. Il y a aussi une réduction des importations et en fait, dont on s'aperçoit des fruits, puisqu'il y a un programme, on va dire, de réduction des importations de produits non essentiels qui a été entamé depuis maintenant pratiquement 3 ans. Et aujourd'hui, on arrive à avoir des excédents budgétaires et des excédents commerciaux qui sont quand même assez intéressants. Donc voilà. En fait, c'est une politique en fait de réduction des importations en essayant de couvrir le besoin national. On va dire par exemple comme pour le médicament. Je prends l'exemple du médicament. La facture du médicament, elle était extrêmement importante à un moment donné. C'était quand même des centaines de millions de dollars.
Aujourd'hui, on est à peu près à 70% de couverture en ce qui concerne les médicaments. Tout Donc, à on fait. essaye de couvrir à la fois, enfin, réduire les importations en couvrant le besoin national et puis en faisant en sorte, bien évidemment, que les importations non nécessaires, comme tu l'as dit, parce que on sait qu'il y a eu des importations non nécessaires alors qu'on produisait localement. Et puis en Exactement. même temps, booster les exportations. Je crois qu'on est à peu près on va être à 7 milliards de dollars hors hydrocarbures cette année. Avec un objectif à l'horizon 2023 de 10 milliards. Et en fait, ça s'explique par le fait que nous avons beaucoup exporté des métaux ferreux, non ferreux, du ciment, Mhm. des produits agroalimentaires, des produits agricoles, des produits manufacturés, des biens d'équipement. Ça aussi, c'est une première. Aussi, pas mal de minerais, du phosphate. Donc, ce qui fait que voilà, on tente tant bien que mal de diversifier nos exportations. Et il y a un objectif qui a été tracé justement par le CREA. Tu sais, c'est le MEDEF algérien, c'est le patronat Ouais. algérien qui a rencontré le président de la République récemment et qui ont fait une projection à 2030 en disant que dans 8 ans, on espérait atteindre les 30 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. Donc c'est quelque chose qui est à notre portée, à condition justement qu'il y ait un climat des affaires, un environnement qui soit propice à l'exportation. Parce que juste une petite parenthèse, il y a encore quelques années, il était plus difficile en Algérie d'exporter que d'importer. Ça, c'est quand Ouais. même une hérésie et c'est dingue hein, qu'un pays puisse faciliter l'importation que l'export. Donc maintenant, Mhm. la donne a complètement changé et effectivement, c'est quelque chose qui fait partie des projets de l'ambition de l'Algérie, c'est d'être une puissance régionale hein, au niveau de la Méditerranée, au niveau des exportations, notamment dans les produits, donc comme je te les ai cités, bien d'équipement, bien semi-finis, on va dire minerais, métaux ferreux. On a cité aussi le ciment parce que c'est en fait tout ça c'est les investissements qui ont été faits il y a 5 ans et on commence aujourd'hui à avoir une autosuffisance au niveau du ciment qui est la matière essentielle à la construction et on Ouais. commence maintenant dorénavant à exporter. À exporter, effectivement. T'as parlé, enfin, t'as dit que justement, tu parlais avec des responsables en Algérie par rapport à cette conjoncture, le fait que justement, il y a un alignement des planètes, il faut vraiment profiter de l'occasion. Quel Oui. est le feedback, on va dire, général que toi, tu as, des responsables? Est-ce que les responsables en Algérie sont conscients justement de cette opportunité, qui risque de ne pas se présenter avant longtemps, on va dire, pour justement booster l'économie et profiter vraiment de l'opportunité? Honnêtement, ils sont pleinement conscients. La seule chose, c'est que le temps politique n'est jamais le même que le temps de l'économie. En fait, Mhm. c'est tout ça. C'est-à-dire que le temps qu'on prenne des décisions au niveau politique, que ça soit de l'ordre de conseil des ministres, que ça soit lors de la signature de décrets, et leur application dans les faits, ça prend des semaines, voire des mois. Alors que Mhm. l'économie, elle, on est au quotidien, on est au day to day. Et c'est pour ça que moi, la seule chose que l'on peut demander à nos autorités, c'est vraiment de raccourcir ce temps, cette latence, on va dire, entre la prise de décision et son application sur le terrain. Il y a aussi, il faut le dire, hein, même à tes auditeurs et aux auditrices, c'est que malgré tous ces éléments positifs, il y a encore des réformes à entamer, il y a encore beaucoup de points sur lesquels on doit faire des efforts notables. Je pense notamment à la réforme du système bancaire. Aujourd'hui, on a un système bancaire et financier qui est complètement désuet. Quand on pense qu'un virement met 4 à 5 jours pour arriver, quand on est dans l'incapacité, par exemple, d'émettre des virements bancaires par SMS, qui se fait dans des pays dits matures, quand Ouais. on voit que le taux de pénétration, le taux de bancarisation en ruralité, il est extrêmement faible. Le taux de pénétration de la carte bancaire d'Erbia, par exemple, ou CIB, il est très faible. Il y a aussi également au niveau de nos administrations, je pense qu'il y a pas mal de choses pas mal de démarches administratives que l'on peut digitaliser et numériser, non seulement pour rendre la vie du citoyen plus facile, mais aussi pour permettre aux entreprises de préserver l'une de leurs ressources les plus précieuses, qui est le temps. C'est ce que moi je me tue à leur dire. Je leur dis aujourd'hui, quand on est un chef d'entreprise, Ouais. notre ressource la plus précieuse, c'est pas l'argent, c'est pas l'énergie, c'est le temps. Donc, si on arrive à faire économiser à des entreprises du temps, au lieu d'aller faire la queue pour faire sa déclaration de G50, le G50, pour ceux qui ne savent pas, c'est une déclaration auprès des impôts. Donc voilà, si on peut permettre de gagner ce temps-là,
c'est autant d'argent qui est gagné par les entreprises, autant de recettes fiscales et de valeur ajoutée, de croissance. Donc voilà, il y a des tas de choses sur lesquelles il y a encore des efforts qui doivent être faits. Je pense aussi à l'interconnectivité des transports urbains, parce qu'on n'a Oui, pas encore des transports, on n'a pas encore un transport qui est multimodal. Donc même s'il y a des efforts qui ont été faits en matière d'infrastructure, le tramway, le métro à Alger, etc., il y a encore des zones qui sont complètement isolées. Donc ça aussi, c'est quelque chose sur lequel il faudra travailler. Aussi une réforme de l'enseignement supérieur, parce qu'on a un vrai problème d'employabilité en Algérie. On forme une jeunesse qui est extrêmement bien éduquée, qui est brillante, mais qui ne satisfait pas aux besoins du marché de l'emploi. Donc ouais, c'est pour ça qu'on a une dichotomie entre des personnes qui sont ultra méga diplômées, mais qui n'arrivent pas à trouver un métier en lien avec leur formation lorsqu'ils arrivent sur le marché du travail. Donc il y a toutes ces choses-là encore qu'il faudrait améliorer. Mais moi, juste pour en revenir à notre discussion, je sens ouais, un véritable frémissement. On le sent quand moi je me promène dans les rues d'Alger, quand je rencontre des personnes, des acteurs économiques, des personnes au niveau du gouvernement, on sent qu'il y a une dynamique de reprise. Les carnets de commandes des entreprises se remplissent à nouveau. Les banques jouent le jeu. Elles commencent à financer des investissements. Les IDE reprennent. Moi, je vois énormément de délégations étrangères qui se précipitent en Algérie, que ça soit de l'Europe, d'Afrique et surtout du Moyen-Orient, puisque les Qataris et les Dubaïotes s'intéressent beaucoup à l'Algérie. Mais ça, c'est depuis des années. Hein. Mais là, il y a une véritable reprise des investissements directs étrangers. Et puis, il y a aussi l'émergence de ces fameuses startups, puisque aujourd'hui, on estime que une création d'entreprise sur 4 est une startup. Donc ça veut dire que c'est quand même 25% des créations d'entreprises qui sont dans le domaine du numérique. Donc voilà, moi je pense qu'il y a plein de choses ouais. positives. Après, le quotidien des Algériens est un peu rendu difficile parce qu'il y a une inflation, mais qui touche le monde entier. Et là, on essaye de la contrer autant qu'on peut. Cette inflation, justement, elle est due à quoi elle est due à quoi, mais plus particulièrement en Algérie, parce qu'effectivement, on avait cette problématique aussi de spéculation aussi Oui, sur par exemple des denrées alimentaires ou certains produits en particulier, par exemple pour la construction également, hein. oui, Mais voilà, on avait comme une espèce de tentative, enfin, en tout cas c'est le gouvernement algérien qui accuse certaines personnes en fait d'être dans une dynamique carrément de sabotage par rapport à ça en ce qui concerne la spéculation. Mais aujourd'hui, enfin, on voit que le phénomène est quand même endigué parce que justement les autorités ont sévi avec voilà des peines, on va dire, très qui lourd. avoisinent voilà très très lourdes. Mm. Mais aujourd'hui, à l'heure où on parle, qu'est-ce qui cause justement cette inflation en Algérie, sachant que elle est quand même, on va dire, moindre, hein, si on compare par exemple à des Oui, pays comme la Turquie par exemple, tout à fait. elle est largement moindre, mais quand même elle est présente et je pense que le citoyen il le sent. Ah Ouais. oui, oui, ils le sentent. Et puis surtout que, en fait, pour te donner une explication, effectivement, on trouve une réponse en partie en lien avec la spéculation, parce qu'il y a une véritable mafia autour de certaines coopératives, que ce soit dans le domaine agricole, que ce soit dans le domaine de l'huile, etc., qui sont organisées pour justement alimenter ce fléau inflationniste. Mais il y a aussi une chose dont on n'a pas parlé, c'est que la plupart des industriels, même s'ils fabriquent des produits localement, ils ont besoin d'input. Ils ont besoin de matières premières. Et c'est ces Mhm. matières premières qui sont en train de flamber sur les marchés internationaux ou même auprès de leurs fournisseurs. Il faut pas oublier que avec le Covid, la plupart des industries mondiales ont été déstructurées. Toute la chaîne logistique a été complètement bouleversée. Le prix du transport a augmenté, a Ouais. explosé. On ne parle même pas d'augmentation, mais d'explosion. Le prix du conteneur, pareil. Et en fait, la guerre en Ukraine, certains fournisseurs internationaux se sont servis de la guerre en Ukraine pour augmenter leurs prix et rattraper leurs marges qui ont été perdues durant le Covid. Ce qui fait que vous, en tant qu'industriel algérien, si vous fabriquez, je dis des bêtises, des pâtes, mais que vous avez besoin d'une matière première que vous allez devoir importer, votre fournisseur italien ou français, bah lui, va vous facturer un peu plus cher la Ouais. denrée que vous importiez il y a encore 2 ans. Et vous n'avez pas d'autre choix pour préserver vos marges et les emplois et ainsi que votre chiffre d'affaires, mais pas d'autre choix que de répercuter cette hausse de vos matières premières. Et c'est comme ça qu'en fait, on arrive à expliquer quelque part l'inflation qui est lancinante en Algérie. Et surtout, elle est structurelle. Hein. Moi, je lis beaucoup les rapports de la BCE, et quand vous avez Christine Lagarde qui dit clairement, il faudra peut-être s'habituer à un nouveau standard de vie, enfin, ça fait peur. Ça veut dire que Mhm. il faudrait peut-être qu'on se dise, dorénavant, la baguette de pain en Algérie, c'est plus 20 dinars, ça sera 40 dinars.
Ça sera une nouvelle norme. Vous voyez, un peu comme il y a 20 ans, il y avait des normes au niveau des prix et aujourd'hui, il y en a d'autres. Et c'est pour ça qu'il faudrait juste que les salaires puissent suivre. Parce que c'est ça le reproche de tout citoyen, qu'il soit algérien, européen, qu'il soit brésilien, c'est de dire, OK, pour encaisser le choc de l'inflation, encore faudrait-il que nos salaires suivent. C'est-à-dire que si on a une hausse de nos salaires qui suit l'inflation, on peut encaisser et absorber cette hausse des prix. Mais lorsque les deux ne suivent pas, que les prix avancent beaucoup plus vite que les salaires, ben là, ça crée un sentiment de déclassement et surtout un sentiment d'érosion du pouvoir d'achat. Tout à fait. Et, je voudrais juste revenir par rapport à la bancarisation justement, Oui, parce que enfin c'est lié au sujet en fait de l'OMC, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question pourquoi oui, l'Algérie est un des seuls pays au monde à ne pas faire partie de l'Organisation mondiale du commerce en fait. oui. Bon, il y en a plusieurs, Euh, mais effectivement, un grand pays comme ouais, on peut s'en étonner. tout à fait. Et en fait, parce que j'entends souvent dire que justement l'Algérie entre guillemets a un peu échappé, ou du moins l'impact de la crise des subprimes en 2008 a été entre guillemets amoindri par le fait que l'Algérie ne faisait pas partie de l'OMC, et que si elle avait fait partie de l'OMC avec l'état actuel de la bancarisation dans le pays, justement, ça aurait eu des conséquences, on va dire assez graves, on va dire beaucoup plus que ce qu'elles n'ont que ce qu'elles l'ont été en 2008. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est lié, et quel est le lien entre justement l'état de la bancarisation dans le pays et cette fameuse adhésion à l'OMC? Alors, justement, c'est très important que tu puisses en parler. Donc, il faut savoir que l'OMC est une organisation internationale à laquelle, lorsqu'on adhère, on doit épouser une philosophie, à savoir, on doit promouvoir l'ouverture de son pays et l'interconnexion de son pays au système financier, au système de commerce international, etc., etc. Et en fait, l'Algérie, effectivement, en n'étant pas interconnectée au système financier mondial, forcément, elle s'est préservée. Tu vois ce que je veux dire? C'est en Elle est un gros, peu isolée, quoi, en fait. ouais, C'est ce que tu exactement. dis. Et moi, je prends souvent l'exemple, je fais le parallèle avec les virus sur Internet. Si tu n'as pas Internet à la maison, tu risques pas d'avoir de virus. Mhm. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est pour ça que l'avantage d'intégrer des institutions comme l'OMC, c'est s'ouvrir au monde et donc avoir accès à des marchés internationaux. Mais à l'inverse, c'est aussi s'exposer. C'est ça aussi, il y a toujours un revers de la médaille. C'est-à-dire que autant on peut profiter d'une croissance mondiale et on intégrerait justement cette fameuse chaîne de valeur dont je parlais, mais à l'inverse, on s'exposerait naturellement puisque du coup, bah, tous les effets néfastes qui pourraient subvenir dans l'économie mondiale, ben, on Mhm. en subirait les conséquences. Mais j'allais dire aujourd'hui, le véritable problème de l'adhésion de l'Algérie à l'OMC, il est beaucoup plus politique. En fait, l'Algérie s'est juste posé la question, est-ce que j'ai un intérêt d'abord d'intégrer l'OMC aux conditions auxquelles on me les demande. Et deuxième chose, il y a aussi un des points d'achoppement entre l'OMC et l'Algérie, c'est la propriété intellectuelle. Et effectivement, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est que l'OMC impose une réglementation en matière de respect de la propriété intellectuelle, notamment sur la contrefaçon, notamment sur le respect de certaines normes, etc. Et aujourd'hui, l'Algérie ne satisfait pas totalement à ces exigences. Mais aussi, c'est un choix politique. Elle s'est dit, aujourd'hui, en la matière, est-ce que j'ai un intérêt d'adhérer à l'OMC avec toutes les contraintes qui vont m'être imposées? Et l'Algérie est chère à un de ses principes fondateurs, c'est sa souveraineté. Donc, elle veut surtout pas intégrer une institution financière ou commerciale qui remettrait en question sa souveraineté. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des tractations, il y a des discussions, mais il y a plusieurs rounds. Hein. Je veux dire qu'il n'y a pas de rupture du dialogue, bien au contraire. Le dossier de l'OMC fait partie des priorités de l'Algérie et au niveau du ministère du Commerce, avec lesquels j'ai l'habitude de travailler. Mais c'est juste Mhm. qu'aujourd'hui, bah, on essaie de voir, de peser le pour et le contre, et surtout ne pas faire la même bêtise que nous avons faite avec la signature de l'accord d'association Algérie-UE, qui nous a pas du tout été bénéfique. Donc, il est rentré en vigueur en 2005. Et Oui. depuis 2005, quand on fait le bilan de cet accord d'association, qui était censé nous ouvrir les portes du marché européen, ben, en fait, l'Europe a plus vendu à l'Algérie qu'elle en a acheté. Et ça, c'est un véritable problème. C'est pour ça que il y a actuellement des discussions politiques pour remettre à plat cet accord d'association qui ne nous a pas été finalement bénéfique.
Justement, j'allais rebondir sur cet accord d'association UE, enfin Algérie-UE. On va dire effectivement aujourd'hui il y a des négociations. L'Algérie a fait part publiquement de sa volonté en fait de renégocier cet accord-là. Bien sûr. Euh, est-ce que si les tractations justement n'aboutissent pas à quelque chose qui est satisfaisant pour les deux parties, est-ce que l'Algérie a une marge pour sortir en fait tout simplement de cet accord-là? Oui, Et c'est quelles prêt. seraient les conséquences Oui, c'est éventuellement? les accords, évidemment, c'est prévu. C'est-à-dire qu'aucun accord n'est figé dans le marbre, hein. Je veux dire, il y a Mhm. toujours matière à le rompre, mais il faut pas que ça soit une rupture unilatérale parce que ça a des conséquences politiques. Il faut pas oublier quand même qu'il y a une diaspora qui vit en Europe. Elle est estimée entre 6 et 7 millions d'individus. Deuxième chose, ce sont quand même des partenaires. Donc des partenaires politiques pour des questions internationales, ce sont des partenaires commerciaux parce que quand on dit Europe, on dit France, on dit Italie, on parle de l'Allemagne, voyez, Ouais. donc c'est tous ces pays-là avec lesquels nous avons de bonnes relations. Donc le but ce n'est pas de se les mettre à dos parce que ça ne fait pas partie aussi de nos valeurs de diplomatiques. Nous sommes plutôt des personnes offensives qui négocient, qui défendent leurs intérêts, mais on n'a pas pour habitude de rompre des liens comme ça de manière unilatérale sans raison valable. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui l'Algérie a une certaine crédibilité aux yeux du monde entier. Mais les conséquences, s'il devait y avoir une rupture, ça serait Ouais. déjà que les produits algériens, je ne suis pas sûr qu'ils puissent rentrer avec les mêmes conditions avantageuses au sein de l'espace, au sein du marché commun, donc au sein de l'Union européenne. Et aussi, on n'est pas à l'abri de répercussions aussi du côté européen qui pourraient augmenter les tarifs douaniers et ériger justement des barrières tarifaires et non tarifaires, parce que c'est l'une des entraves au commerce mondial, c'est quand on érige des barrières, qu'elles soient tarifaires ou non tarifaires. Quand on dit non tarifaire, ça peut être par exemple des normes. Et Ouais. ça peut être problématique pour l'Algérie si elle souhaite justement et elle ambitionne de diversifier ses exportations. Parce que il y a deux zones géographiques qui représentent un marché hyper important pour nos exports. C'est l'Afrique, qui est le prolongement naturel de notre pays, et aussi l'Europe. Je veux dire, je rappelle que Alger-Marseille, c'est 1 heure d'avion. Enfin, c'est plus court qu'un Ok. Marseille-Lille, quoi. Donc c'est pour ça que moi qui ai l'habitude de faire la navette, je m'amuse des fois à dire ça. J'ai des amis qui partent de Tipaza pour rejoindre Alger, j'arrive avant eux. Et pourtant, enfin, c'est pour te dire la proximité géographique qui existe. Ouais. Mais en tout cas, il y a matière à renégocier parce que dans un accord, surtout bilatéral, il y a deux parties. Et il faut que ça soit du win-win. S'il y a une des deux parties qui est lésée, ben on est en droit de se poser la question et de remettre en cause cet accord. Très très clair. Justement, en ce qui concerne les exportations, enfin, on parlait tout à l'heure des exportations hydrocarbures avec cet objectif pour l'année prochaine à 10 milliards de dollars hors hydrocarbures. Euh, Qu'est-ce qui explique le bond qu'on a eu jusqu'à maintenant? C'est-à-dire, en fait, c'est arrivé jusqu'à 7 milliards durant, en fait, parce que ça, en fait, en 2020, on était à 2 milliards. 2021, on est arrivé à peu près 5. Là, on est à 7. Qu'est-ce qui explique ce bond et justement, quels sont les différents marchés vers lesquels on exporte principalement? Est-ce que c'est plutôt vers l'Afrique? Est-ce que L'Afrique, c'est plutôt le... Ouais, et l'Afrique, Moyen-Orient et aussi vers la Turquie, nos voisins aussi, on exporte beaucoup vers la Libye et la Tunisie, l'ensemble des pays du Sahel. Je sais qu'il y a aussi pas mal de production qui est partie en Mauritanie. D'ailleurs, il y a un corridor Algérie vers la Mauritanie. Et ouais. en fait, ça s'explique par notre dynamisme de notre tissu industriel. Il y a même le groupe, je ne sais pas si on peut citer des marques, mais on va pas le citer, mais on va dire qu'il y a un groupe algérien qui est à la base dans l'électronique grand public, qui fabrique des pneus et qui a fait sa première exportation aux États-Unis. Donc il y a du On peut le citer, il n'y a pas de souci. Iris. Iris. Donc, je voulais pas faire de pub. Donc c'est Iris, le groupe Iris en Algérie qui fabrique des Ouais. téléviseurs, qui fabrique des smartphones, qui est vraiment dans l'électronique grand public et les produits électroménagers. A inauguré il y a je crois il y a 2 ans, une usine de fabrication de pneus et il a envoyé ses premières exportations en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis. Donc c'est une Mhm. véritable fierté. C'est-à-dire que il faut qu'on s'imagine la chose. Il y a du pneu algérien qui roule aux États-Unis. C'est pour dire que nous avons vraiment des capacités qui sont encore insoupçonnées et qui n'ont pas atteint pleinement leurs capacités. Et on peut vraiment être un pays résolument exportateur, surtout dans toute la zone MENA. Donc c'est Afrique du Nord, Moyen-Orient, même Europe. Et je l'ai dit aussi dans une autre émission où j'étais invité sur Canal Algérie, où j'expliquais Ouais.
pour le produit algérien, il a fait des efforts véritablement extraordinaires en matière de qualité, en matière de respect des normes, en matière aussi de tarification, ce qui fait qu'il a toutes ses chances de concurrencer des produits grecs, espagnols, italiens, etc. Donc c'est pour ça que là, pour moi, ce n'est pas une question de qualité de production, mais plus une question de marketing. Et je l'ai dit très souvent, l'Algérie sait produire, mais elle ne sait pas vendre. Aujourd'hui, notre difficulté, c'est de nous faire connaître, c'est de rattraper ce déficit d'image, parce que ça ne viendrait pas naturellement à l'esprit d'un acheteur international d'aller se fournir en Algérie. Pour lui, si je lui dis demain on fabrique des pneus, il va me dire bah non, moi, pour moi vous êtes un pays de pétrole et de gaz. Vous n'êtes certainement Mm. pas un pays qui produit des pneus ou des smartphones ou des téléviseurs. Pareil pour les produits d'équipement. Moi, j'ai vu des climatiseurs qui se vendaient en France, en Allemagne. Donc, ça veut dire qu'il y a une véritable diversité de la production algérienne et de l'exportation, surtout en Europe. Et même si c'est un marché qui est extrêmement difficile parce que le niveau de qualité demandé est très élevé, mais Ouais. justement, ça va peut-être nous permettre, lorsqu'on joue dans la cour des grands, c'est de niveler et de nous tirer vers le haut, quoi. Très bien. Et justement, enfin, par rapport c'est bien que tu cites l'exemple des pneus, de la production de pneus, parce que c'est quelque chose qui dépend finalement des hydrocarbures. Oui. J'allais te poser la question, justement en termes de produits manufacturés qu'on peut, ou du moins des retombées par rapport aux hydrocarbures, parce que en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on exporte évidemment beaucoup de brut, ou on va dire la matière première en elle-même. Là, il y a eu une petite amélioration en ce qui concerne bien sûr tout ce qui est raffinerie et puis production d'essence, parce que c'était quand même aussi une hérésie le fait que on ne produise pas toute notre essence alors qu'on est justement exportateur d'hydrocarbures. Donc là, je crois qu'on a atteint 100%, si je Oui, comprends bien, ou on va atteindre 100% très bientôt. pareil pour le Euh, gaz. voilà. Et du coup, justement, quels sont les projets qui sont mis en place, notamment par la Sonatrach, hein, mais pas que, Oui. pour faire en sorte justement qu'on se transforme en un pays vraiment producteur, on va dire, de produits dérivés en fait de ce domaine des hydrocarbures, même si on en produit déjà, hein, je sais qu'on en produit déjà, mais comment booster justement cette production là pour faire en sorte vraiment de tirer, on va dire, toutes les dividendes possibles Mhm. de notre richesse, de la richesse de notre sous-sol en fait. Non, mais tu fais très bien de le dire. En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse être il faut qu'on valorise notre Mhm. matière première en la transformant en produit fini. Sur Et place, ça, enfin, voilà, ouais, sur place, exactement. Et ça, il faudrait que l'on ait un écosystème où on va maîtriser d'amont en aval. C'est-à-dire, on extrait du pétrole, on le transforme en matière semi-finie, et cette matière semi-finie va venir pour finaliser un produit finalisé qui, lui, va aller partout en Afrique ou partout en Europe. Et ça, ouais. bah, par exemple, l'industrie textile, elle est très, enfin, elle demande énormément de matières premières. L'industrie automobile qui a besoin pour fonctionner de dérivés du pétrole, mais aussi de gaz, parce que c'est l'énergie qui permet de faire tourner les centrales électriques. Et aussi, je pense dans tout ce qui est industrie plastique, même si avec les enjeux climatiques, c'est quelque chose qu'il faudrait que l'on pense à abandonner, hein. D'ailleurs, il y a un projet en Algérie. Juste, je tenais à rappeler, si tu permets, que Bien l'Algérie sûr. est signataire des accords de Paris. C'est-à-dire qu'il y a de véritables engagements en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Et ça, pour un pays africain, c'est quand même honorable. Sachant que l'Algérie s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 7% d'ici la fin de la décennie. Alors que nous ne sommes pas le pays le plus pollueur, loin de là, hein. Mais Mhm. on s'est dit, OK, on va porter notre part du fardeau. Et donc, pour moi, des industries justement, moi, j'allais te dire, il faudrait qu'on se serve de la manne financière et de l'argent qui est généré par les hydrocarbures pour bifurquer justement vers les industries de demain, c'est-à-dire l'hydrogène vert, c'est-à-dire aussi la fabrication de batteries au lithium, c'est aussi l'exploitation de nos terres rares, c'est aussi, par exemple, basculer vers les énergies renouvelables. Nous avons un potentiel solaire qui est un des plus importants au monde. C'est simple, avec le désert et le foncier que l'on possède et le taux d'ensoleillement, Mhm. c'est encore quand même dingue que nous n'ayons pas investi massivement dans les énergies justement photovoltaïques. Parce qu'on pourrait non seulement alimenter notre industrie et notre pays, être autosuffisant, mais aussi exporter une partie de notre production d'électricité vers notamment la Tunisie, vers les pays du Sahel, et pourquoi pas même alimenter l'Europe. D'ailleurs, actuellement, on le voit en France, il y a des délestages qui vont être effectués à partir de janvier.
Donc c'est Tout à pour fait. ça que je pense que là, il y a une chance pour le pays qui est historique et même unique de pouvoir changer radicalement de modèle économique en se servant effectivement, j'allais dire, d'une industrie du XXe siècle pour construire celle qui va venir pour les 50 prochaines années. Donc c'est pour ça que pour moi, il faudrait que l'on crée ce fameux écosystème, donc de l'extraction jusqu'au produit fini, qu'on puisse satisfaire le marché local, donc national, parce qu'on est quand même un pays continent. 58 wilayas, 2 millions et demi de kilomètres carrés, 45 millions d'habitants, c'est énorme. Enfin, il faut se rendre compte de la grandeur de ce pays et de la taille qu'il faut connecter, qu'il faut Avec des besoins qui augmentent, en fait, hein, tout exactement. simplement. Ouais. Et puis, il faut pas oublier aussi la démographie. La démographie, nous, à la fin, en 2030, on est censé être 50 millions. Donc, c'est énorme. Avec tous les défis urbanistiques, de l'emploi, de l'éducation, de la santé, etc. Donc, voilà pour moi, véritablement, le projet que l'on doit construire à partir justement des hydrocarbures. Il faut pas les abandonner parce que c'est notre rente. C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'assumer le train de vie du pays. Et aussi, il faut le dire, hein, de financer les transferts sociaux. Les gens ne le perçoivent pas, mais aujourd'hui, pratiquement tout est subventionné en Algérie. Les logements sont subventionnés. Il faut dire que nous avons quand même construit 1,5 million de logements, ce qui est une première en Afrique. Les produits de première nécessité sont entièrement subventionnés par l'État. Sinon, ils coûteraient le triple de ce qu'ils coûtent actuellement. L'essence et le gazole est aussi subventionné. Il faut pas oublier que c'est un pays où il y a énormément de fonctionnaires, c'est-à-dire que l'État a absorbé une partie du chômage des jeunes aussi. Donc c'est pour ça que moi parfois je suis un peu en désaccord, même si j'écoute toutes les opinions, quand on a des détracteurs qui disent oui mais qu'est-ce qu'on fait de l'argent? Et moi, je leur dis, mais attendez, il faut prendre du recul. Il faut imaginer toutes les infrastructures qui ont été construites, les routes, les autoroutes, la modernisation de nos aéroports, du port, et aussi le fait que nous avons des transferts sociaux qui sont hyper importants. Et il faut pas oublier aussi, Tu parles, je te coupe rapidement. Tu parles de ce chiffre de 1000 milliards, hein, enfin, fameux chiffre de 1000 milliards qu'on sort, hein, c'est ça? Hein. Déjà, je sais pas d'où il sort, parce qu'il y a aucune étude sérieuse qui le certifie, premièrement. Et puis, deuxième chose, j'ai l'impression que certaines personnes sont amnésiques. Il ne faut pas oublier que nous avons vécu 10 ans de terrorisme qui a fait prendre un retard considérable à l'Algérie. Donc, en fait, c'était simple. C'est comme si, à la sortie du terrorisme, l'Algérie était une barque, une embarcation sur l'eau, mais trouée de toutes parts. On savait même pas quel trou il fallait colmater. Entre les pénuries d'eau, les pénuries de logement, les retards sur l'infrastructure, sur le système éducatif, le système de santé, enfin il y avait tout à faire. Tout à faire. Donc il fallait repartir sur une page blanche. Après, je veux bien concevoir qu'il y a eu de la gabegie, qu'il y a eu de la mauvaise gouvernance, qu'il y a eu aussi de la dépense et certainement du vol, mais aujourd'hui, le pays est en train de se reprendre en main. Il y a des réformes qui ont été entamées depuis 2 ans, qui sont en train de porter leurs fruits. Et puis surtout, moi, je leur dis souvent à ces gens-là, on ne reconstruit pas un pays en l'espace de 2 ans. C'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on se laisse du temps. Il faut aussi qu'on retrouve cette culture du travail. Il faut qu'il y ait une véritable dynamique, que l'on puisse tous bosser ensemble vers un projet commun. Il faut que l'on ait une communauté de destin. Moi j'aime bien ce terme parce que ça voudrait dire que l'on regarde tous vers le même objectif pour faire hisser le pays à la place qui lui sied. Parce que honnêtement, tous les analystes internationaux le disent, l'Algérie devrait être un dragon, un peu comme ce que sont les dragons dans les pays asiatiques, c'est-à-dire une puissance économique qui règne vraiment sans partage dans sa région. Justement, par rapport à, on va dire, aux investissements, Oui. parce que bon, on dit souvent, enfin, il y a ce terme qui ressort souvent, on va dire, dans la presse, dans les médias, les IDE, hein, enfin, en fait, tout ce qui est investissement qui viennent en fait de l'extérieur pour financer notamment des projets en Algérie. Tu as parlé notamment des Qataris. On a vu dernièrement qu'il y a eu un projet justement en associant justement les Qataris et les Algériens. Donc ça, je crois que c'est pour la production, c'est pour de l'acier, c'est ça? Si je me trompe pas. Voilà. C'est aussi l'hôpital, le plus grand hôpital d'Afrique. Ouais. Donc il y aurait une dizaine de spécialités dedans, parce qu'on reproche souvent à l'Algérie de ne pas avoir des hôpitaux corrects. Bah là, on va enfin avoir un investissement avec les Qataris, justement pour bénéficier de leur expertise, et on va construire le plus grand hôpital en Algérie, même d'Afrique. En espérant que le standard soit reporté bien évidemment vers les hôpitaux, on va dire, voilà, du secteur public.
En fait, ce qui ressort souvent par rapport aux IDE, c'est cette fameuse règle en fait de 51-49. Qui a été aboli. Voilà. Est-ce qu'elle a été abolie pour tous les secteurs? J'imagine que non. Bon, Et est-ce que ça fait sens justement de l'abolir? oui, bah alors je vais te dire, effectivement, c'était un des freins qui était évoqué par les investisseurs étrangers en disant, bah moi, si j'ai un projet de 100 000 euros, par exemple, je ne vois pas Mhm. pourquoi je devrais m'adosser à 51% avec un partenaire local, sachant que c'est moi qui viens avec mon savoir-faire, ma technologie, etc., etc. Et en fait, il faut juste en faire un petit rappel historique, c'est que cette loi des 51-49 a été pondue en 2009. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que tous les investisseurs étrangers qui s'implantaient en Algérie, lorsqu'ils généraient des dividendes, rapatriaient l'ensemble de leurs bénéfices vers leur maison mère. Et en fait, ils venaient faire du one shot. C'est-à-dire, ils Mhm. arrivaient, ils se servaient en Algérie tel un comptoir commercial, ils vendaient ce qu'ils avaient à vendre, et puis ils repartaient, sans avoir payé ni impôts, ni créé des emplois, ni versé une quelconque recette au trésor public. Ouais. Et à partir de là, on s'est dit, bah, dorénavant, on va imposer à tous les investisseurs étrangers de s'adosser à un partenaire local à hauteur de 51-49, sachant que la partie algérienne serait majoritaire. Et puis, ben, on s'est aperçu qu'effectivement, sur des petits projets, ça n'avait pas de sens. Parce que c'était plus un élément bloquant qu'autre chose. Donc, sur les secteurs dits stratégiques, la loi 51-49 est maintenue, notamment les secteurs de défense, les secteurs de l'aéronautique, le secteur des énergies, le secteur pharmaceutique, donc qui sont des secteurs névralgiques pour le pays. La loi 51-49 est toujours de vigueur. En revanche, pour tous les autres secteurs d'activité, elle n'existe plus. Donc, pour les investisseurs étrangers qui souhaitent s'implanter en Algérie, ils peuvent être détenteurs à 100% de leur structure algérienne. Et évidemment, ils peuvent rapatrier leurs bénéfices à 100%, sauf que cette fois-ci, il y aurait un prélèvement à la source. Donc, je ne sais plus s'il est de 23 ou de 25%, mais c'est de dire, OK, si vous avez généré 1 million de dollars de bénéfices, ben, on vous prélève 250 000 pour le trésor public. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui est en vigueur aujourd'hui. Enfin, Ah oui, c'est qui a été appliqué, qui est et je crois qu'il appliqué. était même validé sur la loi de finances 2021. D'accord, très clair. On a parlé tout à l'heure justement des industries, notamment du secteur automobile. Oui, On voit que, enfin, le secteur automobile, voilà, c'est très controversé en Algérie parce qu'il y a cette histoire d'importation, les véhicules de 3 ans. Enfin, le marché automobile aujourd'hui en Algérie, il n'est pas dans le meilleur des états, on va dire, parce que il y a eu un vieillissement, voilà, il y a eu un vieillissement du parc automobile, justement parce que les importations ont été freinées. Voilà. Et en même temps, il y a eu ces histoires de, entre guillemets, d'importation déguisée via des importations de kits, etc., qui permettait de faire du montage sur place, mais en fait, c'était pas, il y avait pas de, le taux d'intégration, il était à zéro, quoi, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de tissu industriel qui a été bâti avec de la sous-traitance autour de ces grands groupes automobiles, notamment, enfin, on parle de Renault. Il y avait eu un projet avec Peugeot qui a été annulé également. Là, on parle d'un projet avec Fiat, enfin, le groupe Stellantis, justement, où on parle à peu près de, voilà, 60 000 véhicules durant la première année pour un boost de la production, on va à peu près vers 90 000 véhicules par an. On sait qu'il y a un partenariat avec l'Italie qui est un partenariat économique, voilà, qui est stratégique en fait, qui est en train de se mettre en place. Est-ce que, enfin, les Algériens se demandent est-ce que cette fois ça va être un projet sérieux, voilà, et est-ce que ça va permettre de bâtir justement ce tissu en fait de l'industrie automobile en Algérie avec un taux d'intégration qui augmenterait au fur et à mesure. Et je te poserai même une question complémentaire par rapport à ça. Est-ce qu'aujourd'hui ça a du sens de se lancer dans l'industrie automobile parce que t'as parlé de l'électrique tout à l'heure, les batteries au lithium, etc. Là, ça va être plutôt des véhicules, on va dire, qui marchent aux énergies fossiles. Mmh. Donc, est-ce que ça fait sens en 2022 aujourd'hui de se lancer là dans ce projet, sachant qu'on se dirige plus vers de la voiture électrique dans les années qui viennent? Alors, très bonne question. Je vais te dire, pour moi, d'abord, alors, juste pour rappel, effectivement, tu as raison de le souligner, le marché automobile est complètement laminé. Pourquoi? Parce que, bah, il y a eu la fameuse Aïsaba, hein, c'est-à-dire des gens qui ont des hommes d'affaires, des oligarques qui ont gravité autour du pouvoir de l'époque et qui ont bénéficié de certaines largesses, qui se sont engouffrés dans un secteur d'activité qui était extrêmement lucratif et qui aujourd'hui, en étant
en prison, ont forcément fermé la plupart des usines et la plupart de leurs outils de production. Donc, ce qui fait que l'Algérie s'est retrouvée à un moment donné, et le citoyen algérien s'est retrouvé entre aucune importation qui est rentrée de l'étranger et aucune production locale, ce qui a mécaniquement fait flamber le prix de l'occasion et des véhicules. Donc les seuls véhicules qui rentraient, et ils rentraient vraiment au compte-gouttes, soit par des systèmes de licence, soit par des importations hyper contrôlées, et ça a donné comme impact, et tu l'as très bien dit, le vieillissement du parc automobile. Aujourd'hui, on l'estime à peu près une moyenne d'âge de 15 ans. C'est énorme. C'est énorme, 15 ans d'âge de véhicule. Surtout que on se doute bien de leurs répercussions en matière de pollution, de normalisation, etc. Donc, l'Algérie a appris des leçons du passé. Il y a un nouveau cahier des charges qui a été pondu, qui était extrêmement attendu par l'ensemble des acteurs du secteur, surtout européens, le groupe Volkswagen, Stellantis, Renault, Nissan, etc. Et ce nouveau cahier des charges, justement, il a été pensé pour attirer un maximum d'investisseurs, de marques automobiles, qui entraîneraient dans leur sillage tout un lot de sous-traitants. Juste, je tenais à rappeler, et je l'avais dit dans une des émissions à laquelle j'étais convié, c'est qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'un véhicule, c'est 30 000 pièces assemblées, dont 80% qui sont entièrement externalisées. Donc, c'est pour te donner une idée du potentiel économique d'un tel secteur d'activité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le nom de la marque qui va venir produire. C'est combien de TPE, de PME qui vont graviter autour de cette marque. Parce qu'il va falloir faire appel à des compétences locales et des entreprises locales pour récupérer certaines pièces chez des sous-traitants. C'est surtout ça. C'est en fait tout l'écosystème industriel qui va être créé. Et puis, il faut pas oublier, effectivement, même si c'est de l'industrie, c'est de la motorisation thermique, c'est quand même de l'industrie mécanique. Donc, il y a de l'expérience qui est gagnée, il y a de la compétence, il y a aussi un savoir-faire et il y a aussi un transfert de technologie. Donc, pour moi, c'est le B.A.-ba pour avoir une industrie mécanique moderne. Après, effectivement, on peut songer à l'horizon de 10 ans, se dire on va pivoter vers de l'industrie électrique et hydrogène. Et c'est là où l'Algérie doit se positionner vraiment avec une très grande force. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, elle a des avantages comparatifs qui sont indéniables, un coût énergie couplé au coût de la main-d'œuvre, avec une assise industrielle qui est la meilleure en Afrique. Ça, c'est la première chose. Et même si l'on fabrique du moteur thermique, d'abord, on a un marché domestique qui est extrêmement important et en ébullition. Donc, ça veut dire que ça va faire vivre le marché domestique. Et puis aussi, n'oublions pas que en Afrique, nous n'avons pas les mêmes contraintes réglementaires qu'en Europe. Juste petite parenthèse, en Europe, pour nos auditeurs et les auditrices, il y a une directive européenne qui va interdire la motorisation thermique à partir de 2035. 2035, à l'échelle industrielle, c'est demain. C'est-à-dire que tu fermes les yeux, tu clignes des yeux, tu rouvres les yeux, tu es déjà en 2035. Ça veut dire qu'on va demander à des industriels de changer complètement de modèle économique en moins de 15 ans. C'est du jamais vu. Par contre, en Afrique, on n'est pas du tout concerné. Le moteur thermique a de beaux jours devant lui. Donc, je pense qu'il va encore faire les beaux jours des pays africains pendant au moins 20 ans. Donc, si pendant 20 ans, on crée une industrie qui est créatrice d'emplois, génératrice de valeur et qui permette d'exporter, de rentrer de la devise dans notre pays, pourquoi pas ? Mais effectivement, il faudrait que l'on pense à l'industrie de demain. Et là, je te rejoins parfaitement, c'est de dire, au lieu d'aller fourrer encore des puits de pétrole, fabriquons des panneaux solaires, au lieu de faire du thermique, commençons à réfléchir à la fabrication de petites batteries électriques sur des modèles standardisés. Et là, je pense que on rentrerait vraiment dans l'industrie de demain et on inscrirait l'Algérie clairement dans un projet de croissance et de développement du futur. Très clair. Justement, par rapport à ce secteur de l'industrie en général, je voulais te poser la question par rapport à en fait un rapport qui est sorti récemment, en fait, un rapport qui a été généré justement par la BAD ou la BAD, enfin la Banque africaine de développement, sur en fait voilà, qui classe l'industrialisation en fait des pays africains. L'Algérie arrive en dehors du top 10, je crois qu'elle est 11e sur ce rapport-là. Oui. Qu'est-ce qui peut expliquer ce classement-là? Déjà, est-ce que c'est un classement justement qui a du sens, qui est pertinent en fait, et dont on doit prendre en compte? Oui. Et si oui, qu'est-ce qui explique ce classement, sachant que voilà, l'Algérie est quand même
la quatrième économie en Afrique, hein, donc c'est pas non plus, on n'est pas non plus, on va dire dans le bas du classement en ce qui concerne l'économie. On a, comme on l'a dit, certaines industries justement qui sont vraiment développées et qui exportent même. Mais est-ce qu'on est vraiment si en retard que ça derrière des pays qui n'ont pas forcément notre tissu industriel? Bah écoute, ce classement, je l'ai vu effectivement, il interpelle. Il interpelle parce que il est très étrange. On ne sait pas sur quel type d'indicateur il a été pondu, comment il a été rédigé. Est-ce qu'il y a une enquête terrain ou est-ce que ce sont juste de la data qu'ils ont récoltée sur le web et qu'ils ont croisée. Mais Mmh. on ne peut pas non plus l'occulter, le balayer d'un revers de main. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être pragmatique et regarder et voir les choses en face. Donc Ouais. il y a certaines industries effectivement sur lesquelles nous sommes en retard. L'industrie de la transformation, on accuse un certain retard. Par contre, effectivement, si on parle d'industrie pharmaceutique, d'industrie agroalimentaire, bah, l'Algérie se classe facilement dans le top 10. Dans le top 10, ça, aisément. Maintenant, je pense, à mon avis, hein, la grille de lecture que j'en fais, c'est que ce classement a été fait selon certains indicateurs dans lesquels l'Algérie était mal classée. Donc, notamment sur sa capacité à répondre à tous ses besoins internes, sa capacité aussi à exporter des produits de grande valeur ajoutée, notamment je pense à l'industrie aéronautique, l'industrie par exemple ferroviaire, etc. Donc ou peut-être l'industrie navale. Pour lesquels il y a certains pays qui sont quand même plus en avance que l'Algérie. Donc, à mon avis, ce classement, bah, il doit nous questionner, se dire, OK, quels sont les indicateurs qui ont été pris en compte, sur lesquels nous, on peut travailler pour s'améliorer. Et d'un autre côté, il faut aussi se rassurer et se dire, bah non, quelque part, on a des atouts à faire valoir, on est quand même sur vraiment une bonne, on arpente un bon chemin, donc on est sur la bonne direction. Il faut maintenir ces efforts, mais il faut les coupler aussi avec d'autres réformes, comme je l'ai dit précédemment. Il faut qu'on continue à vraiment travailler de manière très dynamique et surtout en se projetant. C'est surtout ça, c'est-à-dire qu'il faut pas, nous avons tendance, et c'est ça le principal défaut, je parle globalement des décisions qui sont prises dans le pays, c'est qu'on rentre dans une forme de léthargie. C'est-à-dire qu'on Mmh. n'a pas cette capacité à poursuivre l'effort dans la durée. Une fois qu'on a atteint nos objectifs, et je fais souvent le parallèle avec l'équipe nationale pour les amoureux de foot, on a gagné la CAN, on a tiré le frein à main. Il aurait fallu au contraire se dire, ce n'est qu'une étape. Prochaine étape, Coupe du Monde. Il faut constamment se fixer, se challenger, se fixer des objectifs. C'est pour ça qu'il faudrait que notre pays puisse avoir cette capacité à se challenger constamment. Donc, OK pour dire, on a atteint certains objectifs, mais il faut qu'on aille encore plus loin et pas qu'on s'endorme un peu sur nos lauriers. Mais ça, c'est le propre de tous les Algériens. Dès qu'ils ont le bac, ils disent ah ça y est, c'est fini. Mais non, il faut se dire allez, je vais poursuivre des études supérieures. Après les études supérieures, pourquoi pas un doctorat? Après, pourquoi pas partir aux États-Unis? Il faut constamment se challenger. Et mais pour revenir à ce classement, oui, je pense qu'il y Mmh. a des indicateurs qui nous échappent. En fait, à mon avis, peut-être qu'ils ont parlé aussi de l'industrie financière, pour lesquelles, oui, on accuse un retard flagrant. C'est certain. Quand je vois qu'au Kenya, on est au M-mobile, au M-commerce, donc le mobile commerce, où on peut payer avec son smartphone, ce n'est pas le cas encore en Algérie, par exemple. Oui. Sachant que ces changements, enfin, tu parlais de numérisation tout à l'heure et bancarisation, j'ai envie de te dire, quand on a envie, en fait, quand il y a une réelle volonté en Algérie de mettre en place certains changements, bah, ça va assez vite, en fait, hein. Par Oui, exemple, tout ce qui est numérisation, en fait, par exemple, des documents officiels, etc. Moi, j'ai vu qu'il y avait un certain progrès par rapport à ça, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est bureaucratie, tout ce qui est procédure, et puis obtenir, par exemple, des documents, voilà, du quotidien, entre guillemets, sur Internet, ça s'est quand même pas mal amélioré. L'implémentation oui. de la 3G, de la 4G, c'est allé assez vite, même si bon, la qualité réseau reste encore améliorée. J'ai vu qu'il y avait une augmentation aussi de la bande passante, on va dire de l'Algérie, parce qu'il y avait aussi ce problème-là. Très, très intéressant et important Ouais. parce que ça, c'est une très bonne nouvelle pour toutes les personnes qui utilisent Internet dans leur process, dans le déploiement de leurs solutions. Et Mhm. justement, cette fameuse Startup Nation dont on a parlé, bah, sa matière première, c'est Internet. Et donc, cette bande passante va vachement améliorer, va améliorer beaucoup de choses. Hein. Ouais, parce qu'en fait, on était limité en termes de bande passante, qui faisait qu'en fait, on divisait la bande passante à travers tous les besoins, on va dire nationaux. Oui, Sachant qu'il y avait seulement, je crois, deux câbles qui reliaient, enfin,
il y avait 2 ou 3 câbles en fait au total. Je crois que maintenant on est lié via Oran aussi. Enfin, il y a un câble qui a été ajouté, ce qui fait qu'il y a une augmentation. Est-ce que c'est ça qui freinait aussi un peu la bancarisation, ou est-ce que c'est plutôt, Non, j'ai envie de te dire, c'est c'est culturel. plutôt, c'est culturel. Donc c'est aussi les habitudes des Algériens qu'il faut changer en fait. Ah oui, oui, bah parce que en fait l'Algérien de fait se méfie du système financier. Il y a aussi cette question de traçabilité et de transparence et un peu, j'allais dire presque de respect de la vie privée. Ils estiment que leur argent relève de leur strict respect de la vie privée et que le fait de le mettre en banque, c'est potentiellement le laisser au vu et au su de tous. Alors que c'est complètement faux, hein. Au contraire, le système financier en Algérie est quand même un système fiable, c'est un système sécurisé, même s'il n'est pas totalement digitalisé et qu'il est, il y a encore une forme de bureaucratie, par exemple pour l'ouverture d'un compte ou pour des transferts de compte ou pour la clôture de celui-ci, etc. Mais voilà, mais c'est plus, ça relève plus du culturel. On a plus la culture du matelas que de l'ouverture de compte et de la gestion du compte via une application mobile. Donc ça change et il faut aussi que l'on fasse beaucoup de pédagogie. En fait, ce qui manque avec nos citoyens, c'est vraiment de la communication. Il faut qu'on les sensibilise, il faut qu'on communique et surtout qu'on leur explique quel est l'intérêt pour eux de sortir leur dessous leur dessous de matelas pour les mettre en banque. Vous voyez, c'est tout ça qu'il faudrait mettre en place, qu'il faudrait aussi, j'allais dire, qu'il faut lancer auprès du citoyen algérien. C'est surtout ça. Est-ce Beaucoup que de c'est la jeunesse, est-ce que c'est la jeunesse qui va probablement amorcer ça? Enfin, je pense que les jeunes sont peut-être un peu plus à l'aise en fait pour ah oui, utiliser bah tout ça. c'est des Ouais. digital natives, hein. C'est une génération qui est née avec Internet, avec les réseaux sociaux, avec un smartphone entre les mains. Je veux dire, bientôt, les futures générations n'auront même plus de biberon, mais un iPhone. Donc, c'est ce que je disais il y a pas très longtemps à des étudiants. Je leur disais, Mhm. vous, vos enfants, vous allez plus leur donner le biberon, mais l'iPhone directement. Donc, ils vont être bercés à YouTube plutôt qu'aux cantines. Mais pour dire que oui, peut-être que eux vont impulser cette transformation numérique du secteur parce que pour moi, c'est un préalable pour le e-commerce. Il y a un gros potentiel en Algérie qui n'est pas exploité, c'est le e-commerce, le commerce en ligne. On le voit, par exemple, je prends l'exemple de la France. La France, en 20 ans, une transaction sur deux se fait en ligne, avec tout ce que ça a créé derrière comme petite boutique en ligne, le secteur du delivery, donc de la livraison, le secteur du paiement en ligne, etc., etc. Donc, je pense que ça peut entraîner une nouvelle industrie en Algérie et c'est le dernier maillon manquant de la chaîne du e-commerce, c'est le paiement en ligne. Mhm. Est-ce qu'il va peut-être falloir enfin, je t'ai parlé de sensibilisation, hein, mais peut-être qu'on n'a pas le temps finalement en fait, de faire en sorte justement que la société algérienne un peu s'habitue à ce genre de mode de paiement. Ce qu'il va peut-être falloir l'imposer via Oui, voilà, via des lois, une certaine politique en fait qui serait appliquée. c'est ce qui était prévu. En fait, il y avait les pouvoirs publics avaient une époque mis en place, je ne sais pas si tu t'en souviens, une sorte d'amnestie, Ouais, justement sortir l'argent de l'informel et l'amener vers le formel, en tout disant à fait. écoutez, ceux qui croulent sous des montagnes de cash, on veut bien fermer les yeux, vous ne serez pas taxés, vous n'aurez pas de poursuites judiciaires ni pénales, à condition que votre argent soit transféré sur des comptes bancaires de manière légale. Et je pense qu'il faudra passer par cette étape. La première étape, c'est la sensibilisation. Deuxième étape, communication. Et dernière étape, c'est législation. Et une fois qu'on légifère, bah après, c'est les sanctions. Donc, d'ailleurs, je sais que la mise en place du chèque obligatoire, au-delà de 500 000 dinars, a permis justement de généraliser ce moyen de paiement. C'est-à-dire que maintenant, on paye plus par cash, mais au-delà de 500 000 dinars, avec des professionnels, on paye par chèque ou par virement. Donc obligé de passer par la banque en fait finalement. Ah oui, Ouais, exactement. Donc, il ouais. faut que la banque soit un peu le vecteur ou le catalyseur des transactions financières, bien évidemment en veillant au respect du citoyen, de sa vie privée, au respect des règles de déontologie, c'est aussi sécurisant ses transactions et son argent, et en protégeant aussi ses intérêts. Parce que je prends l'exemple de l'Europe. Vous savez qu'en Europe, il y a une directive bancaire qui couvre uniquement 100 000 euros d'avoir. C'est-à-dire quelqu'un qui possède 200 000 euros et sa banque fait faillite, bah, l'assurance, ou du moins la BCE, la Banque Centrale Européenne, ne lui remboursera que 100 000 euros. Donc, Ouais. c'est-à-dire que ça, par contre, ce sont des éléments qui peuvent effrayer un épargnant.
Il va se dire, c'est-à-dire qu'en gros, mon argent n'est pas garanti dans une banque. Mais ce n'est pas le cas de l'Algérie. C'est-à-dire que vous posiez 1 million de dinars ou 100 milliards de dinars, votre argent sera toujours protégé. Très intéressant. On parlait un peu d'investissement, enfin d'IDE. Moi, Oui. je voudrais qu'on parle un peu justement des investissements en fait des particuliers, hein, des personnes qui veulent éventuellement créer leur entreprise en fait en Mhm. Algérie, parce que ça va grandement contribuer justement à ce dynamisme économique, faire en sorte justement d'augmenter nos capacités d'exportation. Je crois que toi-même t'as investi en Algérie, si je me trompe pas. Exact. Est-ce que tu peux nous donner un retour d'expérience? Est-ce que c'est si difficile que ça? Est-ce que justement la situation a évolué par rapport, on va dire, aux années 2010? Ah oui. Est-ce qu'aujourd'hui en 2022, voilà, ça, c'est plutôt facile d'investir en Algérie, et comment ça? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça a évolué, justement, vu que c'est positif? Oui. Alors, honnêtement, c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais c'est sans commune mesure avec 2010. Pourquoi? Parce que déjà à l'époque, et encore même là, à 3-4 ans, on faisait la distinction entre les Algériens résidents et les Algériens non résidents. Donc ça veut dire que vous qui résidiez en France, vous ne pouviez pas investir en Algérie parce que vous n'étiez pas résident en Algérie localement, même avec un passeport algérien. Et ça posait de véritables difficultés parce qu'on était considérés, les Algériens de France ou les Algériens d'Europe, comme des investisseurs étrangers. Donc on devait obligatoirement s'associer avec un partenaire local. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut déjà entamer des démarches en ligne. Exemple, obtenir le registre de commerce, donc faire le pré-enregistrement de sa demande de registre de commerce. On peut déposer son nom de marque et donc le protéger auprès de l'INAPI, qui est l'Institut national algérien de la protection intellectuelle, en ligne. On peut aussi vérifier la disponibilité de son nom commercial ou de son nom de marque en ligne aussi. On peut, grâce au consulat et au réseau consulaire ici en France ou même partout en Europe, on peut faire des procurations pour aller voir un notaire, l'ouverture d'un compte bancaire. Et surtout, ce qui a été facilité, c'est que dorénavant, vous pouvez domicilier votre entreprise dans un lieu d'habitation. Ça, c'est une première, alors qu'il y a quelques années, ce n'était pas possible. Vous Il fallait étiez avoir un local, en fait. Il fallait avoir un siège, etc. Mhm. Il fallait avoir un siège, il fallait avoir un local, il fallait avoir un contrat de location. Et toutes ces démarches-là étaient des démarches lourdes et surtout qui étaient chronophages. Donc, et encore une fois, je le répète, et je le répéterai jamais assez, la ressource la plus importante des chefs d'entreprise, c'est le temps. Ils préfèrent payer et gagner du temps. Et donc là, honnêtement, à titre perso, je sais que j'ai obtenu mon registre de commerce en 15 jours. En fait, quand on suit toutes les étapes et tout le process du début à la fin, en 15 jours, vous avez votre registre de commerce qui est l'équivalent du CABIS, vous pouvez ouvrir un compte bancaire, vous avez aussi le NIF qui est votre numéro d'immatriculation auprès des services fiscaux, et puis vous avez aussi la cotisation que vous payez en tant que dirigeant d'entreprise aux caisses de protection sociale, l'équivalent de l'URSSAF. Et tout ça se fait vraiment de manière très fluide. Donc il y a peut-être un déplacement à faire où vous faites tout d'un coup, mais tout le reste peut se faire en ligne. Donc ça, c'est une véritable avancée. Après, l'Algérie, il faut juste, ça aussi, il faut le dire, j'essaie pas de vendre du rêve, hein, mais justement, j'ai vraiment une philosophie où je me dis, il faut être pragmatique, dire les Mhm. choses. C'est un pays où il faut être sur place. Ça n'existe pas une personne qui va ouvrir une boîte en Algérie et la piloter depuis l'étranger. Si vous n'êtes pas sur place pour gérer votre entreprise, développer votre business, ça ne marchera jamais. Donc ça, c'est une règle d'or. Après, une fois que vous l'avez développé et que vous avez ce qu'on appelle des revenus récurrents, donc l'entreprise fonctionne d'elle-même, que vous avez des équipes stables avec des dirigeants, oui, effectivement, vous pouvez vous permettre de faire des allers-retours. Mais au départ, pour le lancement de l'entreprise, il faut une présence physique à 100%. Sinon, ça ne marchera pas. Ou du moins, le projet sera bancal. Ça, c'est un premier conseil. La deuxième chose, il faut être patient parce que prospecter en Algérie, trouver des clients en Algérie, surtout quand on fait du B2B, quand on travaille avec des professionnels, c'est très long, c'est fastidieux et c'est beaucoup aussi de relationnel. Donc je conseille beaucoup à ces gens, faites-vous connaître, allez à des cérémonies, allez à des conférences, allez à des ateliers, allez dans les salons, dans les foires, rencontrez du monde, inscrivez-vous auprès des organismes patronaux comme le CREA, comme le GAN, qui est le groupement algérien des acteurs du numérique, comme la CACI, la Chambre de commerce algérienne. Suivez leur newsletter dès qu'il y a un événement dédié à l'entreprise. Présentez-vous,
Mmh. pointez le bout de votre nez, prenez des cartes de visite. Il y a que comme ça que vous allez vraiment démarcher et gagner des clients. Après, si c'est un commerce dans le retail, c'est pas à toi que je l'apprends, ça marche à coup sûr. Tout ce qui est business au niveau alimentaire ou au niveau bien de consommation, tout simplement, bah là, franchement, c'est le jackpot. Parce que c'est un pays de consommation. Les gens dépensent leur argent non pas dans les loisirs, parce qu'ils en ont pas, ils ne peuvent pas voyager parce qu'il y a des restrictions sur les visas, ils consomment. Donc, dans leur intérieur, mobilier de maison, ils dépensent dans l'alimentaire, parce qu'il faut qu'ils se nourrissent, et dans le vestimentaire. Mmh. Et justement, enfin, tu dis effectivement, on manque de loisirs en Algérie. Est-ce que c'est un secteur, j'allais te poser un peu la question, quels sont aujourd'hui les secteurs justement dans lesquels c'est intéressant d'investir? Bon, tu viens de parler de l'alimentaire, bien évidemment, parce que notamment, hein, parce ça consomme pas mal. Oui, Mais est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui sont intéressants, notamment par rapport aux loisirs? Parce que oui. aujourd'hui, on se pose la question aussi pourquoi, par exemple, il n'y a pas plus de cinéma? Est-ce que c'est lié justement à la politique, à la société, ou est-ce que c'est plus un manque d'investissement finalement dans le secteur? Les gens ne veulent pas se lancer dedans. Oui, en fait, tu as répondu à la question, enfin, la réponse est Ouais. une question dans le sens où on n'a pas cette culture du cinéma, de l'opéra. En fait, c'est une élite, hein. Et effectivement, l'élite algéroise, oranaise, constantinoise est férue de cinéma, de culture, d'opéra, de sorties, etc. Mais le commun des mortels, le petit salarié, la classe moyenne, n'a pas les moyens vraiment de dépenser ou d'avoir ce type de loisir. Ça, c'est la première chose. Et puis aussi, ce type d'activité, ce sont des investissements extrêmement coûteux, mais avec une rentabilité qui est soit hasardeuse au mieux, ou au pire qui est inexistante. Donc c'est pour ça que beaucoup d'acteurs économiques vraiment tergiversent ou du moins marchent à reculons par rapport à ce secteur-là, parce que c'est pas forcément quelque chose de très rémunérateur. On est sur des taux de marge même en Europe, hein. Les parcs d'attractions, les piscines, c'est entre 5 et 10% de taux de marge, alors que dans l'alimentaire, on est à 50 voire 100% de marge. Donc tu vois, dès que tu commences à réfléchir en tant que chef d'entreprise et en tant que retour sur investissement, il est plus attractif d'investir dans l'alimentaire ou le vestimentaire plutôt que dans des infrastructures de loisirs. Parce qu'il faut aussi les entretenir, il faut les maintenir, il faut communiquer, et surtout on est tributaire de la météo. Alors que pour l'alimentaire, on n'est pas du tout tributaire de la météo. On est tributaire aussi, ben voilà, avec le Covid, des restrictions sanitaires. Il suffit que demain, il y ait une autre vague de Covid et puis bim, votre centre de loisirs ferme. Donc c'est pour ça que moi, à mon sens, il y a un besoin. Sincèrement, il y a un besoin. Je te l'accorde, que ce soit des infrastructures de loisirs, les Ouais. malls, les piscines, les parcs d'attractions. Il y a un véritable besoin. Moi, je pense que ça peut marcher, mais ça demande d'avoir les reins solides, beaucoup de cash et surtout une trésorerie qui puisse tenir sur 2-3 ans. Parce que ça, c'est des investissements qui se comptent en milliers, voire en millions d'euros, et je parle en euros, hein, même pas en dinars, et qui sont rentables au bout de 5 ans, voire 6 ans d'exploitation. Mais une fois qu'ils sont rentables, bah, après, c'est des revenus récurrents. Ouais, ouais. C'est-à-dire après, Ouais, ça parce que se tout seul, quoi. tout à fait, parce que moi je vois l'engouement en fait, voilà, quand je vais en Algérie, je vois l'engouement en fait des Algériens pour par exemple comme tu dis les malls, ces lieux de loisirs, etc. Parce que j'ai l'impression qu'effectivement il y a un gros potentiel, Oui. mais qu'il n'y a pas assez de lieux justement pour faire ce qui fait que parfois c'est même un peu il y a un peu trop de monde quoi. Enfin c'est Ah oui, oui, voilà parce que carrément. parce que l'attractivité est importante. Enfin les gens veulent y aller, mais il y en a pas assez. Mais justement, ce que toi tu dis justement, c'est que le capital au départ il doit être important, et donc c'est plutôt des gros investisseurs Oui, oui, oui. qui devront s'engager dans ce genre de Tout à fait. secteur. Des Ouais. gros investisseurs ou plusieurs petits porteurs qui se mettent ensemble. Après, il y a aussi une question de réglementation parce que au niveau administratif, c'est assez lourd. Parce que bah, il y a une commission de sécurité qui vient valider Mhm. l'ouverture. C'est aussi, il y a aussi le problème de la disponibilité du foncier. Si on veut être à proximité des grandes villes, c'est pas évident de trouver un terrain de plusieurs hectares à Alger, par exemple, ou à Oran. Donc il y a aussi ces questions-là qui viennent freiner l'essor et le développement de Le ce problème type. du foncier, hein, c'est de ça dont tu parles.
Ouais, le problème du foncier, exactement. Ouais. À moins qu'il faut laisser l'État prendre en charge entièrement ce type d'investissement. Et là, après, c'est une autre histoire. Dernière question, Nazim. Justement, je reviens sur la question du marché de l'emploi. Vu que justement, surtout pour les nouveaux entrepreneurs, en fait, tu disais qu'il y avait énormément de gens qualifiés, en fait, finalement, pour des postes qui manquaient. Est-ce que c'est facile de recruter en tant qu'entrepreneur en Algérie, surtout dans des domaines, voilà, qui sont un peu particuliers où il faut un certain nombre de compétences? Est-ce que toi, tu as eu cette difficulté, par exemple, quand t'as créé ton entreprise en Algérie, en fait? Alors, oui. J'ai eu des difficultés. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est pas un problème de compétences ni de skills, c'est plutôt un problème de conformité. C'est-à-dire que nous, on a des standards, je veux dire internationaux, parce qu'on a travaillé dans des entreprises, des multinationales, et donc on a des exigences et des attentes même au niveau managériel. Parfois, c'est juste culturel. On ne manage pas des équipes européennes comme on manage des Algériens. Vous voyez, c'est une question juste de compréhension et de respect mutuel. Et moi, la principale difficulté, c'est de trouver des gens, justement, pas qui soient hyper diplômés. C'était l'inverse. C'était par exemple la personne qui va faire le secrétariat, c'est la personne qui va faire par exemple des petites tâches du quotidien, une assistante commerciale. C'était beaucoup plus difficile pour moi de trouver ce type de personnes que des personnes super qualifiées, parce que l'Algérie regorge de personnes qualifiées et surdiplômées. En revanche, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment de multiplier les sources de recrutement. Il y a une entreprise que j'aime beaucoup qui s'appelle Emploatic, qui est un peu le Adecco algérien. Donc c'est une sorte d'entreprise, de cabinet de recrutement RH qui fait aussi de l'intérim et qui recense. En fait, il travaille super bien parce qu'il recense toutes les ressources humaines par niveau de compétences, par niveau de diplôme, etc. Et ils peuvent vraiment sourcer et identifier parfaitement les personnes dont vous avez besoin. Et aussi, ne pas hésiter à faire appel à de la cooptation, parce que des fois, en faisant son réseau personnel, on peut avoir des recommandations et pas forcément... comme on le dit chez nous, le ma'rifa, c'est pas du tout mon propos, mais c'est plus de dire, ça va être une aide, parce qu'il peut y avoir des pépites dans son entourage proche. Donc des amis éloignés, des cousins ou des personnes de la famille éloignées, etc. Et surtout multiplier les entretiens d'embauche, et surtout ne pas hésiter à faire des mises en situation. Maintenant, c'est devenu une norme, c'est de dire venez faire un essai, une journée, vous serez payé pour cet essai, et puis je vais vous observer en poste. Donc ça, c'est des choses qui se font, ou même faire venir la personne et l'observer sur le terrain pendant une journée, 2 jours, une semaine. Donc c'est des choses qui se font. Mais sinon, non. En fait, l'abondance de la ressource est liée. C'est juste, c'est un peu le même problème qu'on a partout dans le monde. C'est de pas faire d'erreurs de casting, parce que les erreurs de casting coûtent cher. Tout à fait. Écoute, merci beaucoup, Nazim. En tout cas, je pense que tu nous as donné aussi on va dire ta perspective par rapport justement à ce que toi t'as accompli en termes de projet en Algérie, ton investissement. On a parlé aussi un peu d'économie, c'était extrêmement instructif. Merci pour tous les détails. En tout cas, j'espère que les auditeurs vont apprécier cet échange. Je suis sûr qu'ils apprécieront. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode 10. Pour information, ça sera d'ailleurs le dernier épisode de l'année 2022 parce qu'il faudra partir en vacances aussi. Donc voilà, je voulais juste passer le message aussi à nos auditeurs. Donc on se retrouvera en 2023 pour l'épisode 11. D'ici là, n'oubliez pas bien évidemment de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous écouter ce podcast en version audio également sur www.ledzzpodcast.com. Et nous avons aussi créé dernièrement un compte TikTok sur lequel justement on va publier des extraits de cet épisode-là. Voilà, en format, on va dire format court, d'1 minute. Donc voilà, si vous êtes plutôt dans ce format, on va dire de visualisation, en ce qui concerne les informations par rapport à l'Algérie, abonnez-vous sur notre compte TikTok. On postera aussi des vidéos sur Instagram si vous êtes plus familier avec cette plateforme-là. N'oubliez pas de vous abonner aussi sur Facebook, bien évidemment. En tout cas, on vous dit bonne année déjà à l'avance, bonnes vacances si vous prenez des vacances, et puis à 2023, Inch'Allah. Merci Nazim, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je voulais juste te remercier du fond du cœur parce que j'ai été honoré, c'était très instructif, très
Voilà, vraiment, j'ai beaucoup apprécié et puis n'hésite pas, je suis prêt à revenir quand tu veux. Ouais, merci beaucoup, Nazim. Le plaisir est pour moi. Et puis, je te dis à bientôt, à très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, merci beaucoup. Portez-vous bien, chers auditeurs, et à très bientôt, Inch'Allah. Au revoir.